La thématique du jour concerne l'imagerie. Vous connaissez très bien Véronique Collot, qui est déjà venue vous faire plusieurs présentations au staff. Et l'une des problématiques et l'une des thématiques que vous avez que l'on aborde l'été dernier concernait la femme enceinte et les éventuelles nouveautés autour des imageries possibles et des risques qui s'y accompagnent. Vas-y Véronique, à toi. Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, le thème, c'était quelle imagerie prescrire pour une femme enceinte, et j'ai rajouté allaitante, parce que c'est aussi souvent un problème qu'on se pose. Donc le problème, c'est quel risque et surtout pour qui. Tout d'abord, ce que dit la loi, normalement, la recherche de grossesse incombe au médecin demandeur et au réalisateur. C'est-à-dire que si on s'aperçoit au décours d'un examen que la femme est enceinte, on nous reprochera à nous de ne pas avoir demandé, et à vous aussi de ne pas avoir lui demandé si elle n'était pas enceinte. Quand on sait qu'elle est enceinte, il faut que vous soyez, le demandeur doit en être réellement conscient dans sa demande. Alors, les risques au cours de la grossesse, c'est pour qui ? Pour la mère, parce qu'il y a de nombreuses modifications du corps qui sont secondaires à la grossesse, et notamment au niveau de la poitrine, enfin au niveau du sein, et pour le fœtus ou l'embryon, ce qui est lié donc à sa croissance et à son développement. Donc le risque pour la mère, l'IRM, rien. L'échographie, c'est open bar. Et alors, les rayons X, il y avait un mythe urbain qui était celui de l'exposition mammaire. On sait tous que l'exposition mammaire aux rayons X augmente le risque de cancer du sein. Et on sait aussi que pendant la grossesse ou le postpartum, le sein est le siège de nombreux remaniements. Il n'y a aucune étude à long terme sur ce risque particulier. On sait juste que les jeunes filles, donc qui ont la poitrine en croissance, qui ont plein de rayons X pour les scolioses, ont un sur-risque de cancer du sein. Après, qu'est-ce qui reste comme choix ? C'est la scintigraphie, en fait, en pratique pour l'embolie pulmonaire, puisque c'est vraiment l'irradiation directe. C'est la scintigraphie ou le scanner. La scintigraphie n'étant pratiquement pas accessible, on n'a pas le choix s'il y a une réelle indication. Ensuite, le risque pour le fœtus. Alors, est-ce qu'il y a un risque échographique ? Non. Est-ce qu'il y a un risque ? Et ça, c'est des études qui datent de 2009, donc quand même qui sont très, très, très robustes. Est-ce qu'il y a un risque en IRM ? Alors là, c'est un peu plus compliqué. On est certain qu'il n'y a aucun risque au cours du 2e et 3e trimestre, puisqu'on fait des échos fétales. Et pour le 1er trimestre, c'est un peu quand même le principe de précaution. Maintenant, sur une étude qui a concerné 1,5 million d'accouchements, il n'y a eu aucun effet constaté sur les enfants nés de femmes ayant eu une IRM sans injection au cours du 1er trimestre de la grossesse. Il faut quand même savoir que nous, en radio, les femmes enceintes, on les sort des salles d'IRM au moins au 1er trimestre. Les rayons X. Alors, les rayons X, on sait tous que ça pose des problèmes. Ceci dit, il n'y a pas d'augmentation du risque chez les enfants irradiés in utero à Hiroshima et à Nagasaki. Donc ça, plusieurs types de risques. Le risque de létal, c'est-à-dire ça passe ou ça casse. Les risques tératogènes, malformations et retard mental qui sont liés à l'organogénèse, et les risques de leucémie et cancer pour surcroît d'irradiation. Alors, le risque létal, c'est le passe ou ça casse, c'est la phase préimplantatoire. On sait que la dose, si la dose est inférieure à 100 mg en irradiation, il n'y a pas d'accroissement du risque. Les risques de malformation. Les risques de malformation, ils sont seuil dépendants. C'est-à-dire que si vous êtes en dessous du seuil, il n'y a pas de malformation. Et si vous êtes au-dessus du seuil, il peut y avoir des malformations. Le seuil, il est variable en fonction de l'âge de la grossesse et bien sûr donc du développement de l'enfant. L'organogénèse, c'est jusqu'à 8 semaines. On considère qu'il y a un risque accru si la dose elle est supérieure à 100 mg. Après, vous aurez l'équivalent des deux. Le retard mental, c'est un peu plus vieux. C'est entre le 8e et la 25e semaine de grossesse qu'il est maximum. De la même façon, le risque, il existe si la dose elle est inférieure à 100 mg. 100 mg par mètre carré. Le risque de cancer induit, de surcroît de cancer induit. C'est le même risque pour l'embryon que pour les enfants de moins de 15 ans. C'est-à-dire que le risque est multiplié par 3 par rapport à l'adulte avec la même dose.
il est bien sûr organe dépendant, comme pour l'adulte. Donc, en tableau récapitulatif, en fonction de la dose absorbée, la probabilité que l'enfant, on parle en fait pour les malformations, en probabilité que l'enfant ne présente pas de malformation, et pour les cancers, que l'enfant ne présente pas, ne développe pas ultérieurement un cancer. Donc, si jusqu'à 100 mg, la probabilité que l'enfant ne présente pas de malformation, elle est la même qu'à 0. Elle est de 97%, puisque l'enfant peut toujours avoir une malformation. Après, la probabilité que l'enfant ne développe pas de cancer, elle est de 99,1% à 100 mg, alors qu'elle est de 99,7% sans irradiation. Enfin, quand on parle en rayonnement naturel. Donc, il y a quand même un petit surpoids. Après, de combien on irradie en fait les enfants? Là, rappelez-vous, la dose, c'est 100 mg. En radio standard, un ASP, c'est 1,4 mg, avec une dose maximale à 4,2. Donc, autant vous dire que c'est assez tranquille. L'UIV, c'est 10. De la même façon, il n'y a absolument aucun problème en radio standard. Donc là, c'est un peu plus résumé, si vous voulez. Pour arriver, même le lavement barité, où c'est énorme, la dose de rayon par rapport aux autres radios standards, on est à 40 mg maximum. Le scanner, c'est un peu plus irradiant, et on le sait tous, notamment au niveau du bassin où est directement l'enfant. Donc la dose maximale pour un scanner abdomen, sur l'abdomen, c'est 50, et pour un pelvis, c'est 80. Donc là, on commence à se rapprocher un peu des doses embêtantes. Le rachis lombaire, c'est assez irradiant, c'est 66 mg. Donc, pour arriver à la dose de 100 mg, il faut faire à peu près 3 passages pour un scanner abdopel. C'est-à-dire, on fait un sang injection tardif. Si on sait que la femme est enceinte, on ne le fait pas. Si on ne le sait pas, ça peut être un uroscan pour bilan de douleur. Donc, les examens en urgence qu'on est amené à pratiquer pour une femme enceinte, c'est quand elle a mal au ventre. Donc, l'ASP, ça risque rien, mais d'un autre côté, ça sert à rien. L'angiopulme, la dose irradiée à l'enfant, elle est de 0,2 mg, parce qu'en fait, on fait que le thorax et on protège l'abdopelve. Donc, ça ne pose pas de problème. Et pour une fracture de bassin, si on fait un scan de bassin, on arrivera à 20 mg parce qu'on sera en hypodosé. N'oublions pas que les pelvimétries, c'est du scanner. Où on fait 2 passages en étant hypodosé, on n'arrive jamais à 100 mg. Donc 100 mg, c'est 20 clichés et 3 passages sur le pelvis. Et la dose au pelvis, c'est ça qu'il faut vraiment mémoriser. En cas de scanner thoracique, c'est 0,06 mg, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque pour l'enfant si on reprend le tableau précédent. Après, il y a un petit souci, c'est les produits de contraste au cours de la grossesse, parce que l'angiopulme, si vous injectez pas, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, en produit de contraste scanner, on peut tout utiliser, et les produits de contraste hydrosolubles, on peut les utiliser quel que soit le terme de la grossesse et la voie d'administration. Avant, on préconisait un bilan de thyroïde fétale et néonatale. En fait, il n'est pas nécessaire. Ça, c'est les nouvelles données. Il n'y a plus besoin de s'embêter avec ça. Alors, découverte d'une grossesse, après utilisation, aucune surveillance, ça change. Il faut rassurer la patiente, ça n'a aucune incidence. Après, l'IRM, c'est un peu différent. L'IRM, on s'est aperçu in vitro qu'en fait, chez l'animal, ça donnait, il y avait un effet tératogène des produits de contraste gadolinés. Et on s'est aperçu récemment que certains produits de contraste gadolinés restaient dans le cerveau après la mort quand ils ont fait des coupes anatomiques. Donc, chez l'homme, on n'a pas fait d'études parce que c'est un petit peu compliqué. Il n'y a aucun effet tératogène qui a été rapporté à ce jour sur des études où il y a 400 femmes. C'est quand même assez peu. Donc, le principe de prudence, ça doit vraiment être gardé pour le produit de contraste avec grossesse et fœtus. Donc, et de plus, il faut éviter vraiment un produit de contraste très particulier qui s'appelle le multi-ans, qu'on n'utilise que pour le foie, pour des caractérisations très particulières d'adénome versus HNF. Il ne faut pas l'utiliser chez l'enfant, chez la femme enceinte.
Donc, les produits de contraste, donc en fait, pour vous donner un ordre d'idée, chez une patiente qui a une fonction rénale normale, si on considère 100% de la dose, il y a 1%, ça c'est pour la femme allaitante, il y a 1% de la dose injectée qui est excrétée dans le lait maternel, et dans ces 1%, il y a moins de 1% qui est ingéré par le nourrisson ou absorbé par son tractus. Donc au total, il a 0,01% de la quantité administrée par la mère. Donc au total, l'allaitement doit être poursuivi sans interruption pour les produits de contraste hydrosolubles, c'est-à-dire scanner. Il n'y a pas de problème, c'est pas la peine d'interrompre l'allaitement. Pour les autres produits de contraste hydrosolubles et les produits dont on n'est pas certain, on propose de suspendre l'allaitement pendant 4 heures après l'injection et c'est tout. Quand les produits de contraste est administré par voie locale ou digestive, c'est-à-dire les fistulos ou les TOGD, il n'est pas nécessaire de suspendre l'allaitement. Là, ensuite, pour l'IRM, les doses sont un peu différentes. Donc, pour les produits de contact gadolinés, il y a moins de 0,04% de la dose maternelle qui est excrétée dans le lait et moins de 10% qui est ingérée par l'enfant. Donc, en fait, au total, il y en a 1 à 2% qui est absorbé. Donc, il n'y a aucun effet indésirable qui n'a été rapporté à ce jour chez les enfants allaités. Mais ça n'a été fait, cette étude, que sur un seul produit de contraste. Donc, pour les autres, on propose d'arrêter pendant 34 heures. 3 à 4 heures après l'injection. En conclusion de tout ça, pour ce qui est de l'imagerie pour la femme enceinte, tout est possible, mais comme partout, il faut éviter d'exagérer. C'est-à-dire que tout examen radiologique non urgent et pouvant être réalisé après l'accouchement doit être repoussé à cette date, notamment si la patiente elle a mal au genou, on ne va pas la coller. Les 3/4 des radiologues, si elle est enceinte, refuseront de la coller dans la machine. Et tout examen non irradiant de type échographie doit être proposé en première intention pendant la grossesse. Alors, un site très intéressant, c'est le Centre de référence sur les agents tératogènes qui s'est particulièrement penché sur l'irradiation et le GADO. Voilà. Super. Merci beaucoup, Véronique.